Ils ont compris que le problème vient du démarrage. Et juste en parlant avec les gens, sans perdre du temps à aller produire quoi que ce soit, sans perdre son énergie à aller gâcher sur un développement potentiel de je ne sais quoi, mais c'est en parlant avec leurs clients, c'est en comprenant quels sont leurs besoins, qui ils sont et quels usages. Ok? Next. Donc ça, c'est en résumé. Alors le design thinking, c'est un processus de conception, donc de design. C'est un processus qui démarre avec une solide connaissance de ses utilisateurs. C'est un processus rapide et itératif. Ah oui, c'est vrai, parce que j'ai complètement zappé cette affaire. En fait, quand je vous montrais là les blocs du design thinking, en fait, c'est un cycle. Ça ne s'arrête jamais. C'est que c'est tout le temps, je pars voir mes utilisateurs, je commence à sortir des tendances, je commence à générer des idées potentielles, je prototype, je teste avec mes clients. Quand je teste, je fais quoi? Quand je teste un prototype avec un client, c'est que j'apprends. Parce qu'il va me dire ça, c'est bien, c'est très bien, ça j'adore. Mais ça, en fait, ça m'aide à rien. Et si on a 100 qui me disent la même chose, c'est que forcément, ce truc-là, c'est pas bon. Donc, il va falloir que je reparte au terrain, sur le terrain. Il va falloir que je reparle avec les gens, que je ressorte des bonnes tendances. Potentiellement, je leur avais posé les mauvaises questions. Potentiellement, je leur avais même pas posé cette question-là. Potentiellement, on n'avait même pas effleuré ce sujet. Donc, il va falloir repartir sur le terrain, recomprendre qu'est-ce qui se passe, régénérer de nouvelles idées, les prototyper, les retester avec les clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le design thinking est utilisé partout, même dans les grands groupes. It's a problem-solving oriented way to solve problems. Donc, c'est une façon de dire que j'ai un problème, et moi, je suis orienté résolution de problèmes. D'accord? Donc c'est ça, ça vous aide à ça. Ça veut dire que même pour améliorer un produit, je continue à appliquer le design thinking. En fait, je m'arrête jamais. Je m'arrête jamais parce que c'est un cycle itératif. Mon produit, il a une durée de vie. Je dois tout le temps continuer à l'améliorer. Donc c'est pour ça que c'est un processus cyclique. Je continue tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que je garde toujours mon utilisateur au centre de ma réflexion. Pour qui je suis en train de développer. D'accord? Je vais redonner juste un exemple hyper rapide. C'est que j'ai vu des développeurs, des jeunes, donc qui venaient de démarrer une structure de développement et qui m'ont dit ouais, c'est génial, on a eu de l'industrie. Et en fait, le patron, il est venu nous dire j'ai besoin que vous me développiez un dashboard pour qu'il puisse piloter l'activité à distance. Donc un tableau de bord dans lequel il y a les indicateurs, etc., etc. Donc, Houma, ils étaient super excités, c'est un gros client, etc. Ils ont commencé déjà à lui faire des croquis, à lui proposer des choses, etc. Ils voulaient déjà démarrer à lui faire un cahier de charge. Bah, je commence à discuter avec ces gens, je lui dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire quoi? Ils me disent, bah, on a un marché, il va falloir qu'on honore. Je dis, bah oui, bien sûr, mais est-ce que vous êtes en train de vous y prendre de la bonne façon? Bah, ils me disent, ouais, le patron, il nous a dit, il veut faire un monitoring de son chiffre d'affaires, de son unité de production, combien de choses ont été produites, pour quels déchets, pour, je sais pas combien de personnes étaient présentes sur le site, combien d'absents, etc., etc. Donc, il leur a dit un certain nombre d'indicateurs, il leur a dit, vas-y, faites. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y avait d'autres personnes qui génèrent cette data-là. Il fallait les prendre en considération. Et il y avait d'autres personnes qui allaient gérer en fait ce tableau de bord. En fait, c'était pas le patron. Le patron, c'est ce qu'il leur a dit. Mais au final, en creusant, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a des chefs de service qui vont utiliser cette data. Et qu'il va falloir faire un tableau de bord qui leur parle, qui correspond à leur métier, etc. Donc, ce que je leur ai conseillé de faire, c'est de partir et discuter avec tout le monde. Toutes les parties prenantes de ce tableau de bord. Que ça soit en input ou en output. Et je suis pas développeur. Je leur ai juste dit d'aller discuter avec toutes les personnes, soit celles qui rentrent de la data, soit celles qui utilisent cette data-là, pour bien cerner votre sujet, et pour bien faire votre framing, et pour bien faire votre conception graphique, ce qu'on appelle IHM. D'accord? Pour que ça soit un truc qui parle à tout le monde et qui soit utilisable, et pas juste un tableau de bord qui est potentiellement beau avec des couleurs, mais qui ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, il faut aussi savoir quel type de data est-ce que je vais afficher. Parce qu'au final, c'est juste pour les développeurs, ils vont comprendre ça, c'est juste un problème d'affichage. Mais il faut juste que je sache qu'est-ce que je vais chercher comme info. Après, ça dépend du type d'utilisateur. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont développé un truc qui est vraiment utilisable par tout le monde.
D'accord? Donc c'est extrêmement important de comprendre ça. Next, s'il vous plaît. Alors, encore, je vais vous donner juste cet exemple-là et je vais m'arrêter. C'est Mobisol. En fait, Mobisol, c'est une boîte africaine qui s'est dit qu'il y a un gros problème. Le gros problème, c'est l'énergie. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'énergie. Et c'est pas acceptable. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est pas juste une lampe qui est allumée, c'est un téléphone portable qui est rechargé, qui nous permet d'être connectés à notre famille, à notre environnement, à notre écosystème. C'est un téléphone portable pour recevoir de l'information et être connecté à son univers. C'est utiliser potentiellement des services de paiement par mobile. D'ailleurs, Dieu sait comment ça s'est développé de façon fulgurante en Afrique, le M-Payment. C'est aussi créateur de valeur. C'est que potentiellement, je vais me connecter à Internet, c'est que potentiellement je vais développer un business en branchant une machine qui va me permettre de faire je ne sais quoi, etc., etc. Donc l'énergie, c'est au-delà d'une lampe qui s'allume, c'est beaucoup de choses derrière. D'accord? C'est énormément de choses. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire qu'on n'a pas accès à l'énergie. Et du coup, Mobisol, ils se sont attaqués à ce problème. Ils se sont dit, nous, notre vision, c'est de connecter tous les villages en Afrique à l'électricité. C'est ça notre mission. Et c'est ça notre objectif et on va pas dormir avant qu'on le réussisse. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, il ne faut pas réinventer la roue. Ils sont partis voir tout ce qui se passe dans le marché. Ils ont vu que en Afrique, tabarakallah, alhamdoulilah, on a ce qu'il faut, on a du soleil. Il y a des panneaux solaires, c'est une technologie qui existe. Des batteries, ça existe. Et ils ont fait le calcul. Ils ont dit merde, ça coûte trop cher. Nous, on veut connecter des villageois. Ces villageois n'ont pas de cash. Donc il va falloir trouver une solution. Et nous, on ne peut pas faire de la charité parce qu'on veut créer un business autour et gagner notre vie aussi. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous avez suivi au moins ce que je disais ou vous me regardez ou vous faites semblant de comprendre? J'ai l'impression que vous me regardez et que je parle chinois. علاش الطاقه الشمسيه كتجي لهم غاليه en fait ماشي الطاقه الشمسيه اللي كتجي لهم غاليه l'installation اللي كتجي لهم غاليه لا هما مشاو خداو لا ميور تكنولوجي اللي عندها لو ميور تو دو روندمون شنو تي سيور دو كو شكون اللي واخدها حاليا؟ اللي كاينه في نوط ديجا كاينه في نوط كاينين الناس اللي واصلين 44 لا مي سي با سا مي كتجي غاليه باسكو لينيرجي سولار ما يمكنش تخدم لك ديما للابد ماركت انستالي اللي جو سال ما خداماش ديما واحد مثلا 20 30 سنه لا ماشي مشكل ديال les panneaux photovoltaïques. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Parce que la technologie, elle existe. On sait comment elle fonctionne. On sait comment la réparer. On sait comment stocker l'énergie malgré le fait qu'il y ait toujours des problèmes de stockage d'énergie. Parce que, voilà, si tu es un expert, là, tu sais de quoi je parle. Le stockage de l'énergie, c'est toujours un souci. Mais c'est pas ça notre sujet. Notre sujet, c'est que ces mecs-là, ils veulent faire un truc. Ils sont partis faire une étude de marché, ils ont trouvé les meilleurs PV, les meilleurs rendements, avec le meilleur rendement, la meilleure installation, un truc durable. Maintenant, les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. Ça veut dire que mon client payeur, pour que mon business démarre, n'est pas. Tu vois? Et donc, eux, il fallait qu'ils trouvent une solution. Et c'est une boîte innovante. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont innové, pas dans le produit. La plupart d'entre nous ici, on croit que l'innovation, c'est l'innovation produit. Et en fait, l'innovation, d'ailleurs, moi je prends le référentiel de l'OCDE, il définit l'innovation selon différents critères. Il y a l'innovation produit, il y a l'innovation de commercialisation. Par exemple, Jumia, c'est pas eux qui ont développé l'e-commerce. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que Jumia n'a pas développé d'e-commerce? Mais ce n'est pas les premiers qui ont créé l'e-commerce. Il existait déjà Amazon et eBay avant. D'accord? Mais Jumia, ce qu'ils ont fait,
C'est qu'ils sont partis discuter avec les gens. Ils ont compris que les Marocains, nous sommes un peuple bizarre. Pourquoi? Parce que le Marocain, pour acheter un truc, il faut qu'il le touche. Vous avez remarqué ça? On est des fous, hein. Je vous jure, nous les Marocains, pour acheter un truc, on doit le toucher. Même si ça sert à rien, ça va rien nous apporter. Même un t-shirt, tu le vois, il te dit c'est 100% coton. Bah tu sais toi que le coton il ressemble à quoi? Mais tu dois le toucher. Et le Marocain, c'est un spécimen très rare. En fait, le Marocain, un compte bancaire, il a une carte bancaire, il a moins 250 dirhams sur sa carte bancaire, tu lui parles, il te dit « Ah non, franchement, moi je vais pas utiliser ma carte bancaire pour des achats sur Internet parce que... Et si on me vole ?» Khoya, t'as rien sur ta... Même si on te vole, elle passera pas ta carte bancaire. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on est toujours sur des idées... Moyen. Alors ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est des businessmen. Ils se sont pas dit ah là le Maroc, c'est ouais, c'est des gens bizarres, on va pas faire business avec eux, etc. On va partir en Suède. Non, 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 ils sont restés chez nous. Ils sont partis aussi. Ils se sont très développés en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit bah ces mecs-là, ces gens-là, il va falloir qu'on les prenne en considération dans notre chaîne de valeur. Ces gens-là, ils sont comme ça. C'est leur mode de vie, c'est leurs usages, ils sont comme ça. Donc on va créer ce qu'on appelle paiement à la livraison. Ils ont fait une innovation de commercialisation. Tu commandes sur Internet, ton produit arrive, je peux créer le son. Si tu l'aimes, tu le payes. D'accord? Il y a l'innovation d'organisation et l'innovation de procédé. Ces gens-là, ils ont fait... Excusez-moi. Ces gens-là, ils ont fait ce qu'on appelle une innovation de business model. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, ils ne peuvent pas payer une installation électrique. Et du coup, ils se sont dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'installation à ces gens et chaque mois, ils vont nous payer à la consommation. Et en général, ces gens-là, ils ont en moyenne $1 qu'ils peuvent mettre par mois. Et donc, ils ont dit, c'est comme ça qu'on va fonctionner, on va mettre en place ce business model, on va supporter les coûts financiers dans un premier temps, mais on va être très rapidement rentable. Cette boîte, elle est rentable. Elle existe bel et bien, et elle a réussi à prouver son business model. Juste en comprenant quel est le vrai problème. Et ils n'ont pas inventé les panneaux photovoltaïques, ni l'installation, ni les unités de stockage, les batteries. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compris leur écosystème, et ils se sont adaptés à leur écosystème pour leur apporter de la valeur, au lieu de se dire non, non, c'est impossible. Ils ont trouvé le moyen pour pouvoir le faire. D'accord? Ça va être vraiment tout pour moi, donc si je dois résumer, c'est connaissez vos utilisateurs, connaissez votre marché, comprenez pour qui vous êtes en train de développer, pour qui vous êtes en train de résoudre des problèmes et continuez à garder ces gens-là dans votre... Enfin, continuez à leur parler tout le temps. Alors la plupart des startups américaines ont réussi grâce à ça, en comprenant leurs utilisateurs. Regardez les modèles d'Airbnb, regardez les modèles d'Uber, regardez les modèles de Google, etc., etc., etc. C'est toujours comme ça qu'ils ont pu développer de super produits. Ça sera tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Reda. Donc, écoutez, j'espère que vous avez vraiment bien profité de cet atelier. C'est voilà, pour rappel, Numa à Casablanca et Reda, c'est vraiment un spécialiste, quelqu'un qui connaît vraiment l'environnement du start-up. Donc, j'espère vraiment que vous avez écouté attentivement. Pour ceux qui n'ont pas pu, tant pis. Mais ceux qui ont pu, vraiment, je pense que ça va vraiment beaucoup vous servir. Il faut garder en tête tout ce qu'il a dit durant tout le hackathon pour toujours vous rappeler l'utilisateur c'est qui, d'accord? Et donc, comme ça, vous faites vraiment un produit qui est adapté à l'utilisateur. Il y a juste un point, merci, tu m'as fait la transition. En fait, il y a des gens ici que j'ai entendu ce matin les pitch, ils travaillent par exemple sur des solutions de recyclage, de déchets, etc. Il y a d'autres... alors potentiellement, vos utilisateurs sont ici. Hein. Donc n'hésitez pas à aller parler avec tout le monde pour comprendre est-ce que votre produit est adapté ou pas. Si vous pensez que vos utilisateurs sont ici, allez parler avec les autres. 1, ça va élargir votre réseau. 2, vous allez collecter de l'information de chez eux qui vont vous permettre d'adapter votre solution. Et potentiellement, ils vont vous donner des informations auxquelles vous n'avez même pas songé. D'accord? Donc, là, vos utilisateurs sont vraiment ici. Donc, si vous pensez que c'est le cas, donc allez parler avec les autres. Faites-les chier. Voilà. Bien vu, exactement. Très bien. Donc, merci encore, Reda. Maintenant, à tout le monde, à toutes les équipes, le
Sur les développeurs des équipes, vous allez utiliser Screendy pour développer votre application. Si vous avez besoin de d'une petite formation de 20 minutes, 30 minutes, les gens de Screendy sont juste derrière le rideau. Comme ça, pas toute l'équipe est obligée d'écouter un atelier concernant le développement. Juste les développeurs qui ont besoin de vraiment bien maîtriser la plateforme Screendy peuvent aller faire des formations. Toute l'équipe est là-bas, d'accord? Les autres, vous pouvez continuer à travailler sur le projet. Comme ça, vous avez vraiment une bonne répartition des tâches. Tout à fait. On peut commencer dès maintenant si vous voulez. Ils sont à votre disposition. Ils vous attendent. D'accord. Juste pour information, j'ai les tickets pour la restauration. Donc c'est prévu vers 9h moins le quart à peu près, 9h moins le quart. Donc n'hésitez pas à venir chercher votre ticket lorsque le dîner sera servi. Je vous le donnerai. D'accord. Et là, bon courage et à tout à l'heure.